Bonjour, aujourd'hui nous recevons Nathalie Oziol. Bonjour. Voilà, soyez la bienvenue madame. Merci. Nous vous recevons dans le cadre des entretiens de la Glorieuse, publiés tous les mardis depuis 7 ans. Nous vous avions reçu en 2019, il y a 5 ans donc. C'est vrai. Donc vous avez 34 ans. Bientôt. Vous êtes Montpellier-Rennes. Vous êtes députée de la France Insoumise. Voilà. J'arrive pas à le prononcer. Bah, c'est Ça veut facile dire quelque chose. pourtant. Ça veut dire quelque chose. Enfin, vous êtes insoumis au langage peut-être. Oui. Donc vous êtes dans l'enseignement, professeur agrégé. Donc votre fait d'arme politique, c'est d'avoir envoyé dans les cordes la candidate du maire, pas qualifiée pour le deuxième tour aux législatives, sur la circonscription Rennes à Montpellier, qui est la deuxième. Voilà. Et vous avez été élu très facilement au deuxième tour. 63%. 63%. Voilà. Avec Alenka, vous êtes la cause des migraines de la municipalité pour les prochaines municipales. Sûrement. On dirait en tout cas. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez compléter cette présentation? Oui, et ben écoutez, qu'est-ce que je peux dire de plus? Je suis enseignante de profession. Oui. J'aime bien rappeler aussi que j'enseigne l'anglais et que j'ai une thèse sur Shakespeare. Parce que, bon, d'abord, on pourrait dire que tous ceux qui finissent élus ont forcément fait le tour de mandat ou ont fait sciences politiques ou je sais pas quoi. C'est pas mon cas. Moi, Vous êtes prof agrégé? Agrégé, ouais. D'accord. Agrégé d'anglais. J'ai enseigné au collège, au lycée, à l'université, donc j'ai vu quand même un bon rayon de classe. Et oui, je suis allée au bout d'une thèse. Vous n'êtes pas uniquement prof de collège, c'est ce que vous voulez dire? En tout cas, j'ai enseigné à plein d'échelons. D'accord. Surtout, j'ai enseigné en lycée quand j'ai été élue. Et une militante chevronnée de la France Insoumise. Depuis 2017, en fait. Ça veut dire quoi, chevronné? Eh bien, ça veut dire que, moi je suis convaincue par ce qu'on porte, notamment en termes de propositions. La France Insoumise, c'est une force politique qui est un réseau de militants et de militantes organisés en groupes d'action. Donc on met l'action au cœur, que ce soit des porte-à-porte, que ce soit des tractages sur les marchés, bon. Et du coup, à la création de la France Insoumise, 2016-2017, j'ai rejoint le mouvement politique et j'ai mis ma main à la pâte et j'ai pris ma part dans la bataille. Et je l'ajoute parce que, en fait, on dirait que j'ai commencé à exister à partir de juin 2022, quand j'ai été élue. Mais j'existais déjà. Vous existiez, vous étiez. Mais j'étais déjà. là. Voilà. Et donc, tous ceux qui ont dit « Oh, voilà, elle a été propulsée », non, c'est juste qu'on ne s'intéresse pas forcément aux militantes et aux militants, et j'étais là. Donc vous me confirmez que vous n'êtes pas prête à rejoindre le PS? Oui, je crois qu'on peut le dire, ouais. En tout cas, il faudrait aussi savoir ce que c'est le PS maintenant, parce que, C'est un vaste sujet. Bah ouais, mais c'est un peu, Un vaste sujet. Non, c'était simplement pour la confirmation. Bah, en tout cas, non. Localement, nos chemins ne se croisent pas. Sur plein de sujets, c'est pas juste de la forme. C'est-à-dire que, le Parti Socialiste localement a choisi de mener des campagnes dissidentes. Vous savez, c'est ceux qui, à chaque fois, font des leçons de rassemblement, le rassemblement de la gauche, des écologistes, etc. Arrive la NUPES, qui est le rassemblement des principaux partis de gauche, et là, ils se mettent en retrait, et voire même font des campagnes dissidentes. Qui ont permis aussi, d'ailleurs, et qui ont facilité l'élection de députés du RN. Hein. Donc on ne peut pas crier comme ça, hurler à la montée de l'extrême droite, et en fait, combattre en priorité le rassemblement quand il se fait. Donc déjà, il y a eu quand même cette bataille-là. Et maintenant, sur le fond, on a quand même de gros désaccords, quoi. On va y revenir. Ouais. D'accord. Donc, d'abord, la une du numéro 1067 de la Glorieuse. Donc, pour la bonne année, Michael Delafosse transforme le Coran en bunker. Delafosse a-t-il peur des Montpelliérains? Voilà, c'est la une du journal. On lance le ton. Ah ouais, vous y allez à la serpe, quoi. Voilà. On revient aussi sur un sujet là qui nous a intéressé. Là, c'est l'uniforme à l'école. Ouais. Alors, ça se passe où? Alors, on a regardé.
riche contre pauvre. Alors, dans l'Hérault, c'est la Grande Motte, Pérols, ville riche, et Béziers, ville plutôt pauvre, on peut dire ça. Moi, j'ai enseigné à Béziers. Hein, comme vous êtes aussi à Béziers, vous connaissez un peu Béziers, c'est une ville qui est plus difficile quand même que la Grande Motte. Moi, j'ai enseigné dans des collèges REP et REP+, c'est-à-dire où la population est pauvre, financièrement, socialement, etc. Et donc où il y a des difficultés du quotidien, hein, qui peuvent être juste se nourrir ou acheter des cahiers aux élèves, aux enfants des familles. Cette question de l'uniforme, à chaque fois, elle vient en fait porter un regard assez autoritaire pour couvrir en fait les problématiques de fond. Vous mettez des uniformes aux enfants. Bon, déjà, ça pourrait peut-être financer des fournitures à la place. Vous voyez, que les élèves arrivent avec des cahiers et des stylos quand ils peuvent pas se les fournir eux-mêmes, ça serait pas mal. Et puis bon, à l'école, ils ont tous des uniformes, et ensuite quoi? Mais quand ils sortent de l'école, qu'ils enlèvent leurs uniformes, mais les inégalités sociales n'ont pas disparu. Donc vous voyez, pour moi, c'est vraiment prendre le problème à l'envers, ne rien régler, et en fait mettre une couverture sur les vrais problèmes. À l'époque, quand même, des hussards de la République, il y avait des uniformes à l'école. Oui, c'était quand ça? C'était qu'à l'époque c'était il y a très longtemps. Bon, voilà, on peut aussi évoluer et penser que pour régler les inégalités sociales, ça passe par d'autres chemins, quoi. Voilà, on revient aussi sur l'extravagant chantier urbain de la rue Bonnard, avec une analyse pointue sur l'évolution du chantier qui n'avance pas, mais les dépenses ont été multipliées par 10, 15... C'est absolument exponentiel. La rue Bonnard, c'est la rue, vous voyez où elle est? Voilà, qui est dans le quartier de l'ancien hôpital, qui est en résidence, qui est devenue des résidences chics. Voilà, donc Nathalie. Oui. Voilà, on va passer aux questions. Donc, entre vous et Michael Delafosse, on a l'impression que c'est la République des professeurs, chère à Thibaudet. Vous connaissez Thibaudet? Bof. C'est un monsieur qui, au début du siècle dernier, a parlé de la République des professeurs. Est-ce que ça fonctionne toujours, la République des professeurs? Mal. Je pense qu'on n'est pas du tout d'accord sur les constats et les solutions à apporter. Moi, la lecture que j'ai, c'est que l'école est à l'abandon, mais comme à peu près tous les services publics. Les classes sont trop nombreuses, surchargées. Les professeurs, on leur rajoute des charges en dehors de l'enseignement, qu'elles soient administratives, qu'elles soient de gérer, voilà, quand il y a des difficultés sociales. Je veux dire, un élève qui arrive sans fourniture, qu'est-ce qu'on fait? Normalement, on est censé sanctionner, vous voyez. Bon, on est censé sanctionner? Si un élève arrive plusieurs fois sans ses fournitures, il n'est pas dans l'attitude de l'élève. Oui, ça fait partie souvent du règlement intérieur. Mais seulement c'est compliqué, vous voyez, quand l'élève il arrive et vous dit que mais sa famille peut pas payer les cahiers à tous les enfants. Alors il y en a qui vont porter la solution de l'uniforme. Moi je dis que elle est dans le manque de moyens de manière générale. Et donc je crois que oui, tout le monde est en mal-être là-dedans. Tout le monde fait de son mieux. Moi je suis enseignante. Tout le monde fait de son mieux. Vous êtes toujours enseignante au fait Alors lorsqu'on est élu député, il y a une disposition particulière. On est mis en disponibilité. Non mais vous ne gardez pas de 3 heures comme fait le maire. Le maire garde de 3 heures. Je suis pas élu local. Hein. Moi je pars à l'Assemblée nationale. Non, c'est pas comme ça. C'est une mise entre parenthèses, c'est une mise en disponibilité. À 100%. Et à la fin du mandat, on redevient. D'accord. Oui. Donc, alors, selon un sondage qui vous a peut-être pas échappé, qui est sorti avant Noël, 65% des Montpelliérains pensent que Michael Delafosse est un bon maire. Eh ben c'est bien. Si les sondages le disent, alors... Bon, on va faire du positif, parce que il faut en faire aussi un peu. Selon vous, qu'est-ce qu'il a bien réussi, le maire de Montpellier? J'en sais rien, c'est pas à moi de le dire. Je crois que tout seul, il arrive très bien à faire son autopropagande et son numéro d'autosatisfaction. Lorsque moi je vais sur les marchés ou que je suis sollicitée par exemple par les habitantes et les habitants de Malbosc qui se battent contre la bétonisation, contre les résidences qui vont venir supprimer un des poumons verts de la ville, je ressens pas les 65% de satisfaction. Bon, les sondages, vous voyez, c'est un exercice, hein, c'est qu'est-ce qu'on pose comme question, qui le commande et que fait l'Institut des chiffres qui sont donnés ensuite.
Donc il y a juste tous ces paramètres-là qui sont à préciser normalement, que je n'ai pas regardé d'ailleurs. Moi, je pense qu'il y a du boulot à faire sur Montpellier pour réconcilier le lien entre les représentants politiques et la population. Il y a quand même un gros problème de manque de concertation, me semble-t-il. Que ce soit au niveau, vous parliez de la façon dont les gens se déplacent. Donc, vous parliez de la rue Bonnard, mais c'est pas le seul endroit. Bon, on ne va pas ignorer le fait que les habitants des 4 boulevards sont assez mécontents du plan de circulation, que ce soit lorsqu'on décide de rajouter des logements à un endroit où il y a un parc, comme à Malbosc, et ainsi de suite. Je crois que retourner à la concertation des gens, c'est ce qui manque là en ce moment. Votre collègue Alain Cadoulin a dit la gratuité, elle est pourrie. Oui, j'ai vu sa formule. Les transports, c'est gratuit, mais c'est pourri, je crois. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, c'est quand même devenu un enfer de prendre les transports en commun à Montpellier. Je veux dire, il faut être utilisatrice ou utilisateur des transports en commun pour le comprendre. Moi, j'en fais partie. Hein. Quand, en fait, on est sur le quai du tram, qu'on attend pendant 15, 20, 30 minutes, que la rame arrive bondée, qu'il faut se faufiler là-dedans, que les lignes de bus ou la fréquence des bus a été diminuée, que les terminus changent tous les mois. Vous utilisez le tram? Vous utilisez le tram? Oui, j'essaye en tout cas. Mais force est de constater qu'il y a une dégradation. Et ce n'est pas moi, Nathalie Oziol de la France Insoumise, qui le dit. La Cour régionale des comptes a établi, je ne sais pas si vous l'avez lu, ça, si, bien sûr, qui fait un lien entre les politiques choisies pour la mobilité à Montpellier et la dégradation de la fréquence. Et puis on pourrait parler aussi, il y a des quartiers qui sont carrément laissés de côté par le tram, par exemple Cévennes, Alcaud, il n'y a pas de tram là-bas. Donc il y a un besoin de maillage, parce que c'est des quartiers qui sont quand même riches en population. Et puis on pourrait parler aussi des inégalités entre les différents endroits de la métropole aussi. Hein. Il y a des endroits où il n'y a pas de tram du tout, donc il est gratuit mais inexistant par exemple, comme dans certains quartiers de Montpellier. Donc non, il y a un problème dans la façon dont on peut ou peut plus se déplacer à Montpellier. Est-ce que vous faites une différence entre Sorel et Delafosse? Sur quel aspect? Global, comme ça, là, ce qui vous passe par la tête. Au niveau de l'Ubris, par exemple. Ouais, c'est pas tellement mon sujet parce que je compare pas les personnes. Ce qui m'intéresse, c'est le bilan politique. À ce jour-là, Michaël Delafosse, par exemple, avait fait son bilan de mandat. Moi, j'avais fait un fil Twitter pour dire ce que j'en pensais, et je suis d'accord sur rien. Je ne fais pas du tout le même constat. Et notamment, oui, il a choisi, c'est lui qui a choisi de mettre en avant la politique des mobilités. C'est quand même un désastre. À ce jour, se déplacer à Montpellier, que ce soit en transport, que ce soit en voiture, que ce soit à vélo ou que ce soit à pied, on oublie les piétons, c'est devenu un casse-tête. Et moi, l'analyse que je fais, c'est qu'il y a une mise en concurrence des espaces et des utilisateurs des différents transports. Les cyclistes sont en compétition avec la voiture parce qu'il n'y a pas assez d'espace, le tram avec les piétons parce qu'il n'y a pas de trottoir, etc. C'est pas une bonne solution et c'est pas une bonne façon de faire, et ça met des tensions entre les gens. Bon, c'est pas satisfaisant. Globalement, c'est pas satisfaisant. Non, c'est devenu un enfer de prendre les transports à Montpellier. Voilà. Donc, et de se déplacer de manière générale. Alors, il y a un autre sujet là qui nous concerne, qui vous concerne, qui concerne les Montpelliérains, c'est France Insoumise, MUPES. Est-ce qu'il y a un désaccord de stratégie? Peut-être, je vais commencer par expliquer, parce qu'on m'a jamais posé la question, et je vais utiliser ce temps-là pour dire c'est quoi la France Insoumise à Montpellier. Commençons par qu'est-ce que ce n'est pas. Ce n'est pas un parti. Il n'y a pas de structuration au sens où les partis traditionnels sont structurés. Il n'y a pas de fédération, il n'y a pas de section. Et donc c'est une force politique qui existe depuis 2017 à Montpellier, qui s'organise autour de groupes d'action qui sont implantés dans leur quartier. Il y a combien de groupes à Montpellier, par exemple? Il y en a une trentaine, et il y en a encore 2 qui sont arrivés là tout récemment, dans la semaine. C'est-à-dire, nos groupes d'action sont co-animés par un binôme paritaire et organisent ensuite... Vous maillez tout Montpellier aujourd'hui? Eh ben, c'est l'objectif. Mais pour l'instant, c'est le cas? Il y en a dans quasiment tous les quartiers. Il y a une centaine de militants et militantes. Dans chaque quartier? Non, en tout. D'accord. Et l'objectif, évidemment, c'est de toujours plus resserrer ce maillage. L'échelle du quartier, elle permet justement une présence à un petit échelon
pour pouvoir organiser un porte-à-porte, un tractage, aller discuter. Et donc la France Insoumise s'organise comme ça. C'est aussi une force politique qui agrège largement d'autres forces politiques qui sont soit parties intégrantes, soit partenaires. Par exemple, le POI, par exemple, la gauche éco-socialiste, le parti de gauche, dont vous entendez peut-être parler, Oui, et qui bien sont sûr, en fait partenaires de la France Insoumise. Et puis, il y a des fois des personnalités, des élus qui choisissent de mettre leur force dans les campagnes de la France Insoumise. Ça a été le cas d'Alain Cadoulin dans plusieurs campagnes, la présidentielle, les législatives. Et donc, nous avons partagé des campagnes communes. Ensuite, bon, il y a eu un choix d'Alain Cadoulin de monter un groupe de manière autonome au niveau de ce qu'elle fait dans l'équipe municipale, dans l'opposition à l'équipe municipale. Et donc, elle a choisi à ce moment-là de faire un pas de côté et de mener d'aller sur son chemin. La France Insoumise a validé ce pas de côté? Non, c'était une démarche autonome du coup. D'accord. Dont acte. Elle a choisi de prendre ce sentier-là. Et nous c'était au lendemain des législatives, et donc je venais d'être élu, Sylvain Carrière, Sébastien Rome, et nous avons œuvré dans le cadre du mandat pour lequel nous avons été élus. Donc un petit désaccord de stratégie quand même. En tout cas, on a pris acte de cette volonté de monter une stratégie en autonomie de la part d'Alain Cadoulin. Bon. Est-ce que vous avez des différences conceptuelles? Sur le fond, on se retrouve sur beaucoup de choses. Hein. D'accord. Vous aurez remarqué qu'on porte quand même des propositions qui sont très communes, ou en tout cas, Alain Cadoulin s'est retrouvé dans la bataille que nous avons menée, dans le programme que nous portions, quasiment 700 mesures au présidentiel et puis ensuite à la législative dans le cadre de la NUPES, que ce soit en termes de bifurcation écologique, de justice sociale, d'une nouvelle façon de pratiquer la politique aussi, qui vient un peu bousculer les petites pratiques traditionnelles des gens qui sont installés ici depuis longtemps. On est un peu de la même génération aussi, vous voyez, tout ça, ça joue aussi. Donc, disons qu'on a eu nos chemins ont adopté, chacune a suivi son chemin au moment où elle a choisi de faire son groupe autonome. Et nous sommes là maintenant en janvier 2024, à la veille des élections européennes. Et donc, si Alain Cadoulin, comme elle l'a fait par le passé, veut mener la campagne de l'Union populaire portée par la France Insoumise, dont pour le moment la chef de file est Manon Aubry, évidemment que nous prenons toutes les personnes qui veulent prendre leur part dans la bataille. Et j'en profite pour lancer un appel large. On parle de Alain Cadoulin, mais plus largement, les Montpelliéraines, les Montpelliérains, qui ont voté à quasiment 41% Jean-Luc Mélenchon au présidentiel. C'est la grande ville où le score de Mélenchon est le plus haut en France. Qui ont porté ma candidature à 63% aux législatives. Bon, là, on arrive sur une nouvelle bataille, une nouvelle bataille électorale. Vous avez le maire de Montpellier qui... ça risque d'être un peu plus compliqué, là, parce que le Parti Socialiste, là, s'est revigoré... les Verts aussi. Peut-être, mais bon, justement, nous, c'est de notoriété publique maintenant que la France Insoumise a appelé à poursuivre la stratégie de la NUPES qui, surtout à Montpellier, avait été plébiscitée. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous ne vous retrouvez pas avec la NUPES? On n'a pas aucune divergence. On ne s'est pas concerté puisque il s'agit de deux choses différentes entre ce que fait Alain Cadoulin et ce que nous sommes de manière générale à la mairie, et puis ce que moi je fais dans le cadre de mon mandat de député. Et puis chaque chose en son temps. Là, j'allais dire, il va y avoir ces élections européennes. Elles sont en train de prendre une coloration locale. D'un côté, le maire de Montpellier a annoncé qu'il soutenait, qu'il voulait même être présent sur la liste de Raphaël Glucksmann. Nous, on soutient la liste de l'Union populaire. Eh bien, je dis aux Montpelliéraines et Montpelliérains qui se sont déplacés dans les précédentes élections, qui ont envoyé un signal fort pour la France Insoumise, eh bien, ça dépend de vous, ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez comme annonce, qu'est-ce que vous voulez comme dynamique à Montpellier. Est-ce que vous voulez que la liste de l'Union populaire soit devant ? Voilà. Est-ce qu'on peut dire que vous allez digérer donc leur association avec Moed Altrad pendant les municipales? Il ne vous aura pas échappé que notre campagne commune aux municipales s'est arrêtée à la fin du premier tour. Moi, j'étais présente sur la liste à ce moment-là avec Julien Collet notamment. Nous nous sommes retirés de la liste. C'était pas là, c'est clair qu'il y avait un désaccord stratégique. Ça ne nous a pas empêché de nous retrouver pour des campagnes ensuite.
Mais bon, voilà, ce désaccord-là a été acté et maintenant, eh bien, nous sommes là en janvier 2024. Voilà. Donc j'ai une autre question un peu plus badine. Donc sur la liste MUPES, il y a 3 femmes. Où sont les hommes? Je sais pas, faut leur demander du coup. Moi, je suis pas partie prenante de ce groupe-là, donc je sais pas. Non, il pourrait y avoir quelques informations. Ça fait pas de mal. Hein. Comment? Ça fait pas de mal. Une petite touche féminine. C'est vrai, c'est vrai. Alors, est-ce que vous vous positionnez comme tête de liste pour les municipales de Montpellier? Écoutez, moi j'ai répondu à une interview en septembre 2023. Mais là on est en janvier, donc les choses ont tous décanté depuis. Toutes les hypothèses à ce stade, si vous voulez, elles sont sur la table, toutes. Moi j'avais dit, la France Insoumise se prépare pour les élections municipales de 2026 à Montpellier et j'aurai un rôle à jouer. Et je compte bien prendre ma part dans la bataille des municipales et je maintiens que j'aurai un rôle à jouer. Il y a... Bon, d'abord, je ne suis pas la seule, hein, je vous ai dit que... Comment ça va se passer, le choix, alors? Tout ça n'est pas encore calé, en fait. Hein. Non, mais le choix, ouais. La stratégie pour choisir. Bon, c'est pas calé non plus, le choix n'est pas... Non, parce que... La stratégie vous savez, pour choisir la candidate. On est organisé en réseau de militants et militantes, mais les militantes et les militants qui bataillent, ils ont leur mot à dire aussi, vous voyez, que ce soit le GA, le groupe d'action, pardon, qui fait son porte-à-porte à la paillade, ou le groupe des jeunes insoumis qui bataille auprès de la jeunesse. Tous ces gens-là vont être partie prenante et participer à la stratégie qu'on va monter ensemble. Bon, donc... C'est pas Mélenchon qui décide? Bah non. Mais c'est lui qui a décidé de mettre de côté Rességuier. Là, vous pensez ça vraiment? Je ne sais pas. Bah non, vous savez comment ça s'est passé. Il y a eu des assemblées générales des militantes et des militants. Je reviens à LE parce que c'est ceux dont on parle jamais et en fait qui ont un rôle... je suis militante aussi. Hein. Et donc il y a eu une assemblée générale pour définir la stratégie, des potentielles candidatures, etc. Et ça dans toutes les circonscriptions de l'Hérault. Choix des militantes et des militants qui n'étaient pas si mauvais, puisque je rappelle quand même que les 9 candidates et candidats de la NUPES étaient au second tour dans toutes les circonscriptions donc, de l'Hérault. Voilà, donc c'est vraiment... il y a une vraie concertation, un travail collectif qui est fait et qui est très peu mis en valeur. Lorsqu'on dit à chaque fois qu'il y a un manque de démocratie à la France Insoumise, c'est pas vrai en fait, c'est pas vrai du tout. D'accord. Il n'y a aucun parti qui fait ça. Hein. Je veux bien vous croire, mais c'est vrai, c'est pas l'image qu'on en a. Je vais vous raconter, là, juste avant, au moment où on enregistre, là, juste avant là, je sors d'une réunion avec les Insoumis de l'Hérault, les co-animateurs et co-animatrices des groupes d'action de l'Hérault, pour réfléchir. On a reçu plus de 50 candidatures d'hommes et de femmes qui veulent figurer sur la liste européenne, et donc il y a un vrai travail de débourrage, de concertation, d'études, d'examen de ces candidatures par les groupes d'action de la France Insoumise pour parvenir à monter la liste aux européennes. Aucun autre parti ne fait ça. Hein. D'accord. Voilà. C'est noté. Alors, est-ce que vous comptez vous présenter ou laisser le chemin libre à Alain Kadoulen pour, voilà. Je ne rentre pas dans ça pour le moment, pour plein de raisons. D'abord parce que, moi j'ai dit toutes les hypothèses sont sur la table et je prendrai ma part. Je réitère. Parce que il va falloir qu'on construise le processus avec les militantes et les militants. Et parce qu'il y a une échéance avant, et qui va quand même donner l'idée d'une dynamique. Alors, sans dire que c'est à partir des européennes que va se jouer la municipale, ce serait pas vrai de dire ça. Enfin, si on peut arriver à construire une dynamique de l'Union populaire sur Montpellier, on prend quoi. Et si Alain Kadoulen veut participer à cette bataille-là, elle est la bienvenue. Donc, on travaille d'abord à ça. C'est une invitation. Et ensuite, on verra. C'est une invitation pour Alain Kadoulen. On en discute de toute façon. Alors, avec quelle force pourriez-vous vous allier pour conquérir la mairie? C'est une question qui se pose, mais en fait, c'est la question qui se pose au sein des autres forces. Non, mais pour vous, on va parler de vous. Ouais, la raison pour laquelle, par exemple pour les européennes, notamment pour les européennes, nous avons poussé pour poursuivre la NUPES. C'est que tout le monde sait très bien que derrière il y a les municipales, par exemple. Et que si on fait tous des campagnes concurrentes aux européennes, il va falloir expliquer comment on se retrouve ensuite pour des municipales. Bon, alors maintenant, tout ça, il reste 2 ans. Hein, vous avez vu comment ça secoue la vie politique, et dans le pays, et localement,
Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en 2 ans. Hein. Personne ne peut dire bah moi je vais partir avec machin et truc. Hein. C'est pas vrai. Personne ne peut dire ça. Personne ne peut dire là aujourd'hui je pense qu'il doit y avoir 50 têtes de liste déjà de disponibles. On verra le jour J s'il y en aura vraiment 50 ou pas. Donc tout ça est bon. On va voir comment ça se passe en fait, comment les batailles vont se passer. Mais en fait bon moi j'ai envie de dire aussi vous voyez bon actuellement soi-disant, les forces de gauche sont représentées dans la majorité de Monsieur Delafosse. Bon, alors si on regarde un petit peu le bilan de Monsieur Delafosse, lui se dit qu'il a rassemblé les écologistes. Ok, d'accord, mais en même temps, il est pour le com, il est pour le lien, il est pour la bétonisation à Malbosc, des projets qui viennent, qui sont à l'envers des urgences écologiques. Hein. Vous avez remarqué qu'il n'y avait pas l'élu écologiste à ses voeux. Oui, bah, je pense qu'il va y avoir des discussions chez eux aussi, quoi. Forcément. Quand il y a des contradictions pareilles. Il s'est fait porter pâle ou... Alors ça, il faudra lui poser la question, j'en ai aucune idée, mais bon, ça vaut le coup d'être noté. Mais je pense que c'est des signaux qui montrent que ça discute fortement aussi dans les partis qui sont censés être partenaires de la majorité municipale. Bon, enfin voilà, et on pourrait par exemple, Michael Delafosse dit défenseur de la cause animale, a interdit la chasse à Montpellier, mais en même temps défend la corrida. Il a des animalistes qui, je crois, sont contre la corrida dans sa majorité. Bon, bah, tout ça, c'est quand même des énormes contradictions, quoi. Vous avez vu que l'élu animaliste n'était pas à ses voeux non plus. Ah non, je l'ai pas vu. Voilà, d'accord, bah voilà, mais bon, enfin, je pense que ces contradictions-là, à un moment donné, il faut aussi les faire émerger. C'est pas possible de dire je rassemble, et en fait, c'est Michael Delafosse et son équipe resserrée qui décident d'une ligne qui, en fait, je pourrais dire aussi, vous avez vu le signal qu'il a envoyé aussi à la droite, quand Alex Larue, ex-candidat de droite aux élections municipales, qui a fait moins de 5%, c'est vous qui connaissez mieux les scores que ça, se retrouve promu à l'agence économique régionale. Bon, est-ce que c'était ça? Enfin, c'était pas ça, je crois, au départ, c'était le rassemblement de la gauche et des écologistes. Bon, c'est pas ça, au bout du compte, le produit fini. Pourquoi l'Union n'est plus à gauche la martingale de la victoire? Il y a trop de gauche à Montpellier? Faudrait définir la gauche déjà. Voyez-vous, moi je ne considère pas que la politique menée par Michael Delafosse est une politique de gauche. Je crois que ça commence à mûrir dans beaucoup d'esprits, que c'est pas très de gauche. On a déjà eu en fait ça, si vous voulez, ces espèces d'aller chercher les idées de droite, etc., pour essayer de construire. Bon, c'est un truc informe à la fin qui devient une espèce de macronisme local. Delafosse, la politique de Delafosse, c'est une déclinaison locale du macronisme. La gauche est trop puissante à Montpellier, en fait. Elle est forte. En tout cas, plutôt que la gauche, les idées qui sont traditionnellement associées à la gauche. Moi, bon, je passe plus par ces mots-là qui ont été un peu galvaudés, abîmés. La gauche, pour moi, elle n'aurait jamais dû porter la déchéance de nationalité. Vous voyez, donc à partir de là, ça abîme le mot de gauche. Hein. La gauche printemps républicain, c'est pas la gauche, quoi, pour moi. Mais en tout cas, les idées... par exemple, pour plus de justice sociale, pour la retraite à 60 ans, pas 62. 62, c'est ce que portait Michael Delafosse. 60 ans. Pour la bifurcation écologique, donc contre les projets routiers tels que le lien, le com, etc. Tout ça, il y a une vraie force, en fait, qui propulse ces idées-là. Quand moi, je suis élue à 63%, c'est pas juste pour mon joli minois et mon joli nom, quoi. C'est parce que je porte aussi des propositions, un programme. Et que c'est ça qui est propulsé par les gens. Bon, et c'est ça à quoi il faut offrir une candidature en 2026 aussi. D'accord. Donc, vos chemins se sont croisés avec Michael Delafosse au vœu à Grabel. Vous êtes dit quoi? Rien. Rien, parce que... Vous êtes serré la main? Non, on était chacun pris dans nos discussions. Et puis, moi, j'étais avec Sébastien Rome. On avait beaucoup de choses à se raconter sur nos cérémonies respectives et comment nous allions les organiser. D'accord. Alors, pas mal d'insoumis n'ont pas du tout apprécié la prise de parole de Michael Delafosse, qui, entre parenthèses, a soutenu des candidats macronistes contre vous, au vœu de revol. Est-ce qu'il ne faudrait pas vous affranchir, voire vous émanciper de René Revol, qui fait copain-copain avec Michael Delafosse? Alors, c'est pas une question, ça?
je comprends la question et en fait je vois deux aspects. En fait, je crois que non seulement Michael Delafosse, mais tout le petit cercle qui l'entoure sous-estiment, sont aveugles à la colère qui existe par rapport à ses choix politiques. C'est-à-dire que quand en fait on n'écoute jamais les gens, qu'on ferme la barrière, qu'on fait jamais en sorte d'entendre des gens qui, par exemple, sur les 4 boulevards, mais je prends cet exemple parce que c'est celui qui est le plus voyant en ce moment, mais en fait qui révèle une absence de dialogue, et ben ça crée de la colère, quoi. Ensuite, bon, René Revol, il a un bilan en tant que vice-président à la métropole, qu'il a intérêt et que moi je salue quand il le met en avant, que ce soit sur l'importance de la gestion de l'eau. L'Hérault, et il y a encore là des études qui disent que l'Hérault est un des départements les plus secs en France. Donc il y a toute une réflexion autour de la gestion de l'eau qui est primordiale, essentielle. Il y a des villages qui ont été privés d'eau cet été, hein, vous avez vu ça, c'est Simon-sur-Orbe, etc. Sur l'accès qu'on donne à l'eau, sur l'égalité d'accès aussi et la façon dont on l'utilise, les premiers mètres cubes gratuits. Ça, vous voyez, c'est des mesures qu'on porte, nous, dans l'avenir en commun, notre programme, qu'on a porté dans le programme de la NUPES également. Je pense que René Revol a intérêt à continuer de dire qu'il est vice-président de la métropole, il est insoumis, et c'est parce qu'il est insoumis et qu'il met en œuvre des propositions, des mesures que nous portons. Donc voilà. Donc vous avez apprécié le discours de Michael Delafosse au vœu. Moi, j'apprécie le discours de René Revol. Voilà, j'ai très peu... j'ai écouté d'une oreille, en fait. Il y a 2-3 choses sur lesquelles on ne se croise pas. Je veux dire... alors, on va sortir un peu, mais vous voyez, on n'a pas la même lecture de l'international. Michael Delafosse ne démord pas d'un espèce de soutien inconditionnel à la politique de Netanyahou qui massacre le peuple palestinien. Bon, quand on est à plus de 23 000 morts, qu'est-ce que ça coûte au bout d'un moment de dire qu'il faut un cessez-le-feu, moi j'ai porté une demande avec mon collègue Sylvain Carrière, parce qu'on a un jumelage qu'on pourrait mettre en exergue, le jumelage avec la ville de Bethléem en Cisjordanie, que ça pourrait être justement un prétexte. Je veux dire, la ville de Montpellier, elle a fait entendre sa voix pour le peuple ukrainien, pour le peuple arménien. Le peuple palestinien se fait massacrer. Il y aurait quelque chose à faire quand même au niveau de la ville de Montpellier. Il n'y a que nous, à la France Insoumise. Alors on va passer à notre sujet. Là, dans notre édition Pyrénées-Orientales, mercredi, sur le web, nous avons dit que vous aviez fait une conférence de presse et interpellé le gouvernement contre l'extension de Port-Vendre. Ah oui, j'ai fait une question écrite. Ouais. Voilà. Ouais. C'est un sujet d'écologie. En fait, ce sont des collectifs et des insoumis locaux qui m'ont alerté sur ce sujet-là. Et en fait, alors, déjà pour expliquer, au niveau de la France Insoumise, on s'est réparti les départements où nous n'avons pas d'élus, et notamment où l'extrême droite a été élue, comme les Pyrénées-Orientales. Donc moi, je suis chargée de faire un suivi des affaires locales et d'aider un petit peu à mettre en lumière certaines causes. Donc ça en fait partie. C'est des sujets d'érosion du littoral, d'écologie, et puis de la question de l'utilité des projets qu'on met en œuvre. J'y suis allée plusieurs fois aussi. J'ai manifesté à Perpignan, notamment dans le cadre de la réforme contre la réforme des retraites. Voilà, donc ça fait partie de ce que je considère comme définissant mon mandat. Alors, pour terminer, là, une remarque, un commentaire sur la percée de François Ruffin dans les sondages. Ah oui. Je sais que c'est pas le chouchou. Si, il est quand même assez populaire, je crois. Mais quand je dis c'est pas le chouchou, c'est pas... il est venu à Montpellier, en plus. Oui, il est venu à Montpellier, mais bon, il est pas dans la ligne... Non, mais... il est un peu à la marge, quoi. Oui, il a toujours mené... il revendique... vous voyez, quand on parlait des partis ou des mouvements politiques, organisations politiques qui ont leur vie, mais qui participent à la vie de la France Insoumise, lui, il est à Picardie Debout, et donc il revendique à la fois son combat dans Picardie Debout et son appartenance au groupe de la France Insoumise. Voilà, et puis oui, il était venu à Montpellier, vous savez... moi j'ai essayé de soutenir du mieux que je pouvais la lutte de ces salariés de Honnête, parce que vous avez en majorité des femmes qui luttent pour leurs conditions de travail, pour de meilleurs salaires, etc. C'est quelque chose qui traverse la société. L'inflation touche tout le monde.
la vie est trop chère pour tout le monde et quand en plus vous infligez des salaires trop bas, c'est pour des travaux qui sont pénibles souvent, quoi. Donc voilà, et quand Ruffin vient, bah forcément ça permet de mettre en lumière aussi, c'est un combat qui lui tient à cœur, donc on se retrouve quand même sur pas mal de choses. Hein. Donc on remarque sur sa percée dans les sondages, deuxième personnalité la plus remarquée, la plus intéressante en France. Malgré tout ce qu'on se prend dans Il a dépassé le patron. C'est qui le patron? C'est une marque d'ailleurs, c'est qui le patron? C'est qui le patron de la France Insoumise? Bah, on l'est tous un peu à notre façon, hein, vous savez, cette volonté de faire un homme qui serait le patron. Il n'y a pas de patron. Bah, moi par exemple, vous voyez, je suis élue depuis 1 an et demi maintenant et j'ai rejoint la coordination. Oui. La coordination, je suis une nouvelle élue, hein, donc je fais partie de ces figures nouvelles qui organisent, impulsent les campagnes, les batailles. Vous êtes combien à la coordination? On est une vingtaine. Ouais, donc vous êtes au sein du sein. Je participe en tout cas à la réflexion des stratégies. De la stratégie. Ouais. Donc vous voyez, c'est pas si tardé que ça. Depuis combien de temps? 1 an et demi, depuis que je suis élue. D'accord. Ouais, à peu près, un peu après quoi. Enfin, le temps que les choses se mettent en place, voilà. Très bien, bien écoutez, je vous remercie. Bah, merci à vous pour l'invitation et à bientôt. À bientôt.